Beaucoup m'ont dit un ingénieur fait des choses utiles et un chercheur non. Donc un ingénieur doit produire quelque chose qui va être rentable à plus ou moins long terme, mais de préférence à assez court terme. Le chercheur, lui, doit juste essayer de comprendre et de faire progresser la science. Alors peut-être que ce qu'il va découvrir va servir, donc des fois on est sur un truc et puis on se dit oh, bah, mince, ça... Et on peut avoir la chance de pouvoir valoriser ce qu'on est en train de faire, mais le chercheur, il a l'univers en face de lui et il essaye de le comprendre. Là, j'ai de quoi faire 3 cellules de plus avec les alicots qu'on a. Et après, il faut que je sorte un nouveau lot d'extracellulaires. L'idée était venue d'un physicien, vraiment de physicien jusqu'au bout des ongles, puisqu'il travaillait dans le domaine des atomes froids, donc qui revenait d'un stage postdoctoral aux États-Unis, avec un ami biologiste qui, lui, travaillait justement sur la structure cristallographique des ribosomes dans le même laboratoire, mais dans des endroits différents. Et ils avaient discuté entre eux et ils avaient envie de monter une expérience pour étudier le ribosome avec des méthodes optiques. Donc l'ADN, c'est le livre qui code pour toutes les protéines qui vont nous être utiles. Et pour pouvoir avoir ces protéines, il faut les fabriquer. Donc le corps humain, en fait, utilise le code génétique qui est contenu dans l'ADN et le décode pour pouvoir fabriquer des protéines qui vont nous servir à respirer, à marcher, à digérer, enfin tout ce qu'on veut. L'hémoglobine, par exemple, c'est une protéine, nos muscles sont faits de protéines, etc. Alors, pour pouvoir s'intéresser à ce problème-là, il faut étudier une macromolécule, donc une énorme molécule, qui s'appelle le ribosome. Le ribosome, c'est l'usine à protéines. Donc c'est la machine, on peut vraiment appeler ça une machine moléculaire, qui est capable de lire le code génétique, alors non pas sur l'ADN, mais sur une copie de l'ADN qui s'appelle l'ARN messager, et qui va décoder ce code et fabriquer la protéine équivalente. Ici, on est sur un microscope qui s'appelle un microscope inversé parce que l'objectif est caché en dessous et il regarde vers le haut, alors que sur les microscopes classiques que les gens peuvent utiliser au collège ou au lycée, en général, l'objectif va vers le bas. Donc avec un microscope optique, on peut observer des objets petits, mais jusqu'à une certaine limite. Donc on va voir une bactérie par exemple, mais un ribosome, on ne peut pas le voir. Donc nous, pour pouvoir voir le ribosome avec un microscope optique, on est obligé de lui accrocher une molécule qui va émettre de la lumière. Donc une molécule qu'on appelle fluorescente. Et en fait, on peut imaginer ça comme un phare au loin qu'un navire pourrait voir pour se diriger dans la nuit. On est trop loin pour voir le phare, mais on voit la lumière. Et donc nous, notre but était d'essayer de suivre un ribosome unique, donc un seul, par ces méthodes de microscopie de fluorescence pour mesurer sa vitesse. On voulait chronométrer un ribosome. Donc on a un marqueur vert, on va dire,
qu'on met au début du code et un marqueur rouge vers la fin du code. Le ribosome doit lire le code sur l'ARN messager, donc il est embêté par les marqueurs qu'on met parce que ça l'empêche de lire. Mais c'est une machine qui sait tout faire. Donc en particulier, elle est capable d'ouvrir les structures qu'on a créées pour se débarrasser du brin qui le gêne et continuer à lire le code génétique. Donc en fait, quand le ribosome passe à un endroit donné, il détache le marqueur qu'on a mis et notre marqueur disparaît. Et comme on est capable de voir, de distinguer le vert du rouge, on est capable de mesurer les deux instants, l'instant de départ du marqueur vert, l'instant de départ du marqueur rouge. Donc on a une vitesse entre les deux jalons. Donc si on veut mesurer précisément la vitesse d'un ribosome, et en particulier d'un ribosome qui fait une erreur, ce qui n'arrive pas souvent, on est obligé de les regarder un par un. Et c'est ça ce que le physicien peut apporter aux biologistes avec les techniques que nous on utilise. C'est que nous on est capable de les voir un par un. On a des méthodes suffisamment sensibles pour pouvoir les regarder à l'échelle individuelle. La science et la technique, c'est pas qu'une affaire de garçons. Mais pareil, pour les métiers qui sont réservés aux femmes, enfin, ça me met hors de moi qu'il y ait encore ces cloisonnements. Là, je me suis battue à une réunion d'orientation parce qu'on présentait le bac secrétariat avec une photo de jeune fille et puis après on nous expliquait qu'il y avait des métiers qui se transmettaient de père en fils. J'étais folle et donc j'ai fait une esclandre dans l'amphi. Ça évolue, les choses évoluent et ça va dans le bon sens. Il y a plein d'actions en faveur des femmes au CNRS et il faut que ça continue. Et à savoir, peut-être qu'on sera 50% de femmes dans les labos d'ici 20 ans, quoi. Mais il y a encore une génération à former, ça ne va pas se faire tout seul, quoi. Et les jeunes filles qui se lancent dans le domaine ont encore trop peu de modèles féminins à suivre.